ce fameux complexe d'Oedipe, est-ce que ça concerne tous les enfants? Si on laisse croire que tous les enfants sont concernés par cela, ça peut faire en sorte que tous les parents s'attendent à voir certaines choses et que s'ils ne les voient pas, ils se disent il y a trouble alors qu'il n'y en a peut-être pas du tout. AVS avec Philippe Robichon. Allez, Nader Alami a dit allez, donc ça veut dire qu'allez, AVS c'est pour à votre santé, le mardi c'est à votre santé sexuelle, et celui qui a dit allez c'est Nader Alami, psychosexologue et coach en bien-être. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. C'est plaisir de vous voir. Moi aussi ça me fait plaisir. On n'est pas bien là Nader? On est pas bien là, la fraîche. On est bien là. Ah on est bien. Bien. 1 heure pour parler avec vous d'un sujet que vous m'avez proposé, qui voilà, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. On va parler du complexe d'Oedipe. Oui. Et on va voir ce matin en quoi ce complexe d'Oedipe détermine nos choix et notre destin dans la vie devenu adulte. Voilà, et c'est aussi intéressant de voir pourquoi on n'en parle plus. C'est intéressant de savoir pourquoi on en parlait tout le temps. C'est ton Oedipe. Voilà, Ouais. Et maintenant, tiens, on n'en parle plus. T'as pas réglé ton Oedipe. Voilà, t'as pas fait ta transition. Ouais. Maintenant, on parle d'autres transitions. Aujourd'hui, on parle de transition, mais c'est pas les mêmes. C'est pas lié à l'Oedipe. C'est pas la même. Bien, alors, qu'est-ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe? Alors, bon, d'abord, Oedipe, là, on est replongé dans la mythologie grecque. Voilà, Oedipe est un personnage de cette mythologie grecque. C'est un personnage, donc, qui, sans le savoir, faut quand même le préciser, tue son père et épouse sa mère. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 choses très importantes. Il commet un parricide, donc le désir de tuer, le désir de meurtre, et puis il épouse sa mère, donc là il y a le désir incestueux. Donc il commet un inceste. Voilà. Donc à partir de là, vous avez Freud cet inventeur de la psychanalyse autrichien qui écrit fin 19e siècle, début 20e siècle, qui propose cette théorie selon laquelle l'enfant est animé de 2 désirs, le désir d'inceste et le désir de tuer, le désir de coucher, enfin d'être très très proche de sa mère. Alors ça dépend, c'est du sexe opposé du sien en fait. En gros. Exactement. Oui. Donc si c'est un garçon, c'est sa mère, exactement. si c'est une fille, c'est son père. Et donc de voir dans le sexe opposé, non, dans le même sexe, un rival, un ou une rivale. La fille verrait dans sa mère une rivale qui l'empêcherait d'accéder au père, et inversement, le fils verrait dans son père un rival l'empêchant d'accéder à sa mère. D'où le désir de meurtre. Et donc on part là-dessus avec Freud sur ce double désir qui est assez vite refoulé parce qu'il se heurte à la censure. Tu ne peux pas tuer ton père, tu n'as pas le droit, donc se heurte à l'interdit de tuer son père. Le parricide, c'est un parricide, et l'interdit aussi de commettre l'inceste, à savoir donc d'épouser son père ou sa mère. Voilà. Et donc à partir de là, bon, toute la théorie, toute l'école freudienne en fait commence à partir avec ces 2 éléments très très importants qui vont dicter un petit peu, enfin beaucoup de cabinets partiront là-dessus pour analyser un petit peu les structures psychiques de leurs patients et patientes. Pourquoi il parle de complexe? De complexe parce que d'abord il y a cet interdit qui se met en place. Vous savez, Freud il est très vite dans l'esprit de l'humain est divisé donc en 2 sphères, le conscient et l'inconscient, et qu'entre les 2, il y a le préconscient, celui qui va être un petit peu cette zone de censure où on s'interdit, il y a blocage, et donc on refoule dans l'inconscient. Et à chaque fois que ça veut revenir plus vers le conscient, hop, il y a cette barrière, cette limite, et on refoule tout ça. Jusqu'au jour, justement, où on va se le permettre, mais en déplaçant l'objet. C'est-à-dire que au lieu d'épouser sa mère, on est toujours selon l'école freudienne, au lieu d'épouser sa mère, on va s'autoriser cela, mais en déplaçant l'objet, c'est-à-dire qu'on va tomber amoureux d'une autre personne du sexe opposé. Et donc là, on dira qu'on a passé l'Oedipe, que l'Oedipe s'est bien passé, qu'on est enfin adulte et qu'on va vivre son histoire d'amour.
Alors concrètement, cette phase, elle se manifeste à quel âge ? Alors d'abord, il y a les stades, les premiers stades pour cette école où vous avez donc ce premier stade qui est le stade oral, ou qui est jusqu'à l'âge de 1 an, où vous avez l'enfant finalement qui découvre tous les plaisirs par la bouche. Voilà, on le voit bien. C'est l'allaitement notamment. C'est d'abord l'allaitement, effectivement. Il va chercher à goûter à tout, parce que c'est comme ça qu'il découvre, qu'il satisfait en fait cette curiosité. Il va tout essayer de comprendre par le goût que ça peut avoir. Donc on est là dans le stade dit oral, qui va jusqu'à à peu près l'âge de 1 an. Puis on passe au stade anal, qui lui va être un petit peu ce moment où l'enfant va apprendre à se retenir dans le fait de faire ses besoins, ou pas d'ailleurs. Il peut ne pas se retenir, peut-être pour se faire remarquer, pour chercher une certaine attention de ses parents. Là, on est là jusqu'à l'âge de 4 ans. Et après cela, justement, on a justement le DIP où le garçon, par exemple, va découvrir qu'il a un pénis, et que la fille va voir qu'elle n'en a pas, alors que l'autre en a. Voilà. Donc là, on entre dans le DIP, et le fameux désir, le fameux double désir qu'on vient d'évoquer. Donc je vous parlais d'âge, en gros, ça se manifeste à partir de quel âge ? Alors, tout ça, là, toute cette évolution-là, on est entre 1 et 5, 6 ans. D'accord. Après, à 6 ans, c'est terminé. Normalement, on a fait ça, on s'est développé et on a passé cela. Vous voyez ? Alors après, il y a la réaction des parents. Comment les parents doivent-ils accompagner leurs enfants pour dépasser leur complexe d'Oedipe ? Est-ce que déjà, c'est quelque chose qu'il faut réfréner ? D'abord, il y a plusieurs questions à propos de ce fameux complexe d'Oedipe. C'est que, est-ce que ça concerne tous les enfants ? Est-ce qu'on peut établir de manière scientifique que tous les enfants sont concernés par cette évolution-là, de cette manière-là, et que donc, parce que sinon, si on laisse croire que tous les enfants sont concernés par cela, eh bien, ça peut faire en sorte que tous les parents s'attendent à voir certaines choses, et que s'ils ne les voient pas, ils se disent il y a trouble, alors qu'il n'y en a peut-être pas du tout. C'est juste que ça concerne une certaine catégorie d'enfants. Pourquoi on ne sait pas, et qu'il n'y a pas ici valeur scientifique qui dirait que ça concerne tous les enfants, de tous les parents, partout dans le monde, oui, etc. dans toutes les cultures. De toutes les cultures. C'est ça qui est intéressant. Il faut faire très attention à ça. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme réponse à cette question ? Moi, je pense... Est-ce que ça concerne tous les enfants ? Non. Je ne crois pas que cela concerne tous les enfants. Je crois qu'il faut être observateur, certes, qu'il faut être constamment observateur, et qu'il faut laisser l'enfant s'exprimer, d'accord ? Et que, en fonction de cette expression, il faut apporter le bon accompagnement, mais non pas s'attendre à une expression. Voilà. Pour ne pas justement dicter, parce que quand on s'attend trop à quelque chose, on finit parfois par la dicter à l'enfant. Et là, ça peut justement réfréner son véritable développement personnel, si je puis dire. Bien que l'âge soit ici tout à fait mineur, mais on peut frustrer un enfant dans son véritable développement particulier. Chaque enfant, admettons-le, on doit l'admettre aussi, qu'on ne maîtrise pas tout encore sur l'enfance. Du fait même qu'il ne parle pas encore, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et le fait de mettre comme cela dans une seule case tous les enfants, à mon avis, c'est le début d'une certaine forme de dictature. Non, laissons libre cours à des expressions, des façons de s'exprimer. Tous les parents vous le diront, les parents qui ont beaucoup d'enfants, qui ont
qui n'ont pas qu'un seul enfant, ont évidemment observé que l'expression de leurs enfants n'est pas la même. Même la grossesse chez une femme vous dira que ma première et ma deuxième grossesse et ma troisième grossesse n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Donc ne soyons pas dans une espèce d'attente de voir les choses s'exprimer de telle et telle façon. Et si ça ne va pas comme cela, c'est qu'il y a trouble, c'est qu'il y a un souci. Mais certains parents pourraient, pour des tas de raisons de conviction, vouloir réfréner ça chez l'enfant. Réfréner, c'est-à-dire c'est-à-dire, écoute, non, ne t'approche pas de ta mère, enfin, plein de choses. Ouais. Et pourquoi ne t'approche pas de ta mère Vous savez, là encore, c'est une question, je pense, de culture. De culture. Le rapport mère-fils, je pense que c'est une vraie question. Plus que père-fille. Non, pas plus que père-fille. Autrement que père-fille. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant justement, quand on disait tout à l'heure en début d'émission qu'on en parle très peu aujourd'hui du complexe d'Oedipe. Je pense qu'on devrait en parler, mais de manière différente, l'adapter. Vous voyez, je suis pas. Vous savez, Freud est beaucoup décrié depuis quelques années. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre. Et d'ailleurs, il faut quand même. Moi, je prends pas tout et je jette pas tout. C'est pas intelligent d'être dans cette posture-là. Ça, c'est de la posture. Non, ce qui est intéressant de faire, c'est de voir ce qui est valable et de voir ce qui l'est moins ou ce qui l'est pas du tout. Je pense à comment elle s'appelle déjà, Master & Johnson aux États-Unis dans les années 50. Elle apporte quelque chose de très intéressant où elle dit que finalement Freud ne s'est pas trop foulé pour vouloir exprimer ou expliquer le désir et la satisfaction féminine dans la sexualité. Voilà, c'est intéressant. Elle dit quelque chose d'intéressant, mais elle se propose, elle, de l'étudier. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Mais il y a des choses qui sont quand même bonnes à apprendre et à conserver et à continuer de travailler. Et je vous dis ça parce que j'observe, notamment pour notre ici et notre maintenant, que beaucoup d'hommes qui restent longtemps, et là je le vois bien dans Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, beaucoup d'hommes qui restent longtemps célibataires, et quand je dis longtemps, 25, 26, 27, 30, 35, et qui finalement, la femme qui leur donne toute l'affection et en qui ils ont complètement confiance, ça reste leur mère. Je pense que c'est intéressant quand même. Ça pose certaines questions. Ça pose notamment la question de voir comment il pourra ensuite aimer pleinement une autre femme. Parce qu'il est resté peut-être très longtemps, peut-être beaucoup trop longtemps, attaché à sa maman. Et ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ce ne serait pas une autre forme de complexe d'Oedipe ? Oui, pas terminé finalement, pas abouti. Voilà. Et on parle du complexe d'Oedipe avec Nader Alami aujourd'hui. C'est une étape, on va dire, normale du développement de l'enfant. Oui, on peut la considérer comme normale. Oui, tout à fait. Oui. Si l'étape est traversée avec... si on a réussi tous les examens... C'est pas pathologique. Hein, non, non. C'est ça, ce qui est pathologique, c'est que ça se... Comment dirais-je, qu'on ne traverse peut-être pas cela de la meilleure des façons. Et qu'on reste fixé, qu'on reste bloqué à certains stades, qu'on n'a pas évolué, justement. Quel est son rôle au complexe d'Oedipe, finalement, dans la famille et dans la construction de l'enfant ? Peut-être que son but, c'est de préparer, justement par ce jeu de frustration du fait de refoulement, peut-être que son but, c'est de préparer l'enfant grandissant à justement être prêt à aimer quelqu'un d'autre. Peut-être que ce quelqu'un d'autre, de toute façon, par certains attraits, pourrait ressembler à sa mère ou à son père. On le voit aussi beaucoup, hein, notamment chez pas mal si je prends l'exemple d'hommes célèbres, des hommes qui n'ont pas forcément connu toute l'affection de leur mère, ou bien parce qu'elle était absente physiquement, ou bien parce qu'elle était absente symboliquement aussi,
Je pense à des gens comme Napoléon. Quand on regarde un petit peu les portraits de Joséphine de Beauharnais et le portrait de la mère de Napoléon, il y a quelques ressemblances. Je pense à des hommes comme Honoré de Balzac, pareil, il va chercher des femmes, lui qui a été très tôt jeté comme ça en pension, voilà, il y a ce besoin-là d'aller chercher une personne qui ressemble énormément, en tout cas à la mère, que ce soit physiquement pour les uns, que ce soit par l'âge pour les autres, ces hommes qui aiment les femmes bien plus âgées qu'eux. Voilà, il y a peut-être aussi de ce point de vue-là un Oedipe qui n'est pas complètement réglé. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous parlez essentiellement du rapport fils-mère et moins du rapport fille-père. Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'Oedipe, ça concerne plus les garçons avec leur maman que les filles avec leur papa? Non, mais ça veut dire peut-être que chez, justement, Freud et chez l'école freudienne, l'accent est davantage mis sur les garçons, ce qui lui a été reproché plus tard d'ailleurs. Mais quand on va aussi sur le côté sur le côté des filles, on remarque la même démonstration qui est faite en fait, c'est-à-dire que la petite fille voit à ces moments-là de son évolution l'homme aimer la mère, donc moi je suis par mimétisme amené également à aimer le père, et donc on est deux à aimer le père, donc on est rivales l'une l'autre, et donc de la même façon ce double désir de se rapprocher donc du père et de vouloir éliminer la mère. Voilà, mais c'est vrai que chez Freud, l'accent sur le fils est davantage sur le garçon, est davantage mis en avant. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'on appelait ça le complexe d'Electre pour les filles. D'Electre, tiens. Ouais. Comme on appelle le complexe d'Oedipe. Mais je suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Mais vous savez, ce qui intéresse beaucoup Freud, c'est en fait quand il arrive à cela, c'est pour surtout développer l'angoisse de castration. C'est pour ça qu'il parle beaucoup du garçon. Angoisse de castration qui n'existe pas chez la fille. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez ce garçon désirant la mère, mais pas que la mère. On a dans Totem et Tabou notamment, Freud nous parle un petit peu. Donc vous avez le totem et vous avez les tabous, c'est-à-dire le sacré, c'est-à-dire les interdits. Et là, on a quoi? On a qu'est-ce qui empêche le garçon à aller vers certaines femmes, les premières femmes qu'il voit dès lors qu'il prend conscience un petit peu de lui-même et du fait qu'il ait un pénis. Eh bien, les premières femmes qu'il a autour de lui, ce sont des femmes qui lui sont interdites. Mais qui lui sont interdites par qui? Qui lui sont interdites par le pater, par le totem, par le boss, qui lui dit là, ça, il n'y a pas droit. Et donc là, il prend conscience d'une certaine angoisse qui est l'angoisse de castration. Et donc, il va refouler ce désir. Alors, c'est intéressant, pourquoi? C'est intéressant parce que, par la suite, ce qu'on remarque, c'est que ces femmes lui sont interdites. Très bien. Donc, petit à petit, il passe à autre chose. Et il va vers une femme qui lui est aussi interdite, il en tombe amoureux, mais celle-ci n'est pas interdite par le père, elle est interdite par la société. La société qui lui dit, pour avoir accès à cette femme-là, il faut te marier. Qu'on est quand même en Europe, un XXe siècle, tout naissant, voilà, il y a des structures, etc. Et le mariage est la clé vers la possibilité d'une relation sexuelle. Donc, elle passe par le mariage de statut d'interdite à autorisée, mais toute cette phase de jeu dont je parlais tout à l'heure, de refoulement, et donc de désir de l'interdit, continue perpétuellement à exister en lui. Et donc, une fois que cette femme qui était interdite devient autorisée,
rien ne dit que pour certains, et on le voit, il n'y ait pas continuellement ce désir encore de l'interdit, et donc d'une autre femme qui devient, on le voit dans la littérature, et la maîtresse, et la concubine, et la ci, et la ça, etc., etc. Les interdits sont faits pour être transgressés, Nasser. Eh bien, on désire ce qu'on n'a pas, déjà. On désire ce qu'on n'a pas, et ce qu'on n'a pas, souvent, on peut ne pas l'avoir parce que c'est interdit. Comment on sait que la période est terminée, que l'Oedipe est réglé, que c'est la fin du complexe d'Oedipe? Ça se termine comment? Alors là, c'est à chaque cas, là encore, ça va être particulier. Faut-il vraiment qu'il se termine d'abord? Moi, je poserais plutôt la question dans ces termes-là. Parce que on voit plus ou moins la période, l'âge auquel ça se passe. Il y a un moment donné où c'est fini. Oui, à ce moment-là, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On sait qu'on est passé à autre chose dès lors qu'on a du désir pour le monde et pour ce qu'il comporte et pour ce qu'il contient. C'est-à-dire qu'on n'est plus focus uniquement sur le premier système qu'on a connu. On s'autorise enfin. On a même le désir d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors que quand on est constamment... Alors, c'est formidable, la famille, c'est magnifique, bien évidemment, c'est une structure extraordinaire. Maintenant, quand on est uniquement, constamment, dans tous les domaines qui soient, focus là-dedans, eh bien, on s'interdit de fait de découvrir le monde. Et le monde nous attend. Le monde est fait justement pour que nous le découvrions. Donc tant qu'on n'a pas fait ce pas-là, moi je dirais qu'on est encore dans un Oedipe qui n'est pas achevé. Donc il n'y a pas un âge, il n'y a pas pas un signal. Je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas et je le pense d'autant moins aujourd'hui. Quand je vois comment les gens se développent ou se développent pas tellement finalement, je crains qu'en fait le complexe d'Oedipe dont on ne parle plus tellement, comme vous le disiez si justement, en fait il a de bonnes années encore devant lui. Mais peut-être autrement. Oui, mais ça peut être une nouvelle séquence en fait. Tout à fait. Ça peut être quelque chose qui enfin je sais pas. Ça peut être une nouvelle séquence, mais vous savez, on peut pas parce que Freud, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit fin 19e siècle, début 20e siècle. Dans son milieu sociétal, dans cette Europe-là, on appelle ça la modernité. Bien. Et c'est aussi une Europe qui est coloniale. C'est aussi une Europe qui domine une large partie du monde. Donc on peut penser que cette théorie-là qui a été mise comme cela sur un piédestal très important est devenue finalement une conception, comment vais-je l'appeler, une patriarco-coloniale. C'est-à-dire qu'on a voulu la faire universelle. Et ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que c'est universel? Est-ce que le petit garçon ou la petite fille qui naît dans un milieu pygmée quelque part au Cameroun, je sais pas moi, est-ce qu'ils sont vraiment concernés? Bonne question. Est-ce qu'ils sont vraiment concernés par ce complexe-là? Est-ce que ça se développe pas quand on est dans des familles où on a 30 enfants? Est-ce que c'est pas différent? Est-ce que c'est pareil que... Est-ce que ce complexe-là n'a pas été celui de Freud lui-même, finalement? Et ce serait pas quelque chose de mal en soi, mais la question de l'universalité de la question est posée. Et aujourd'hui, mon cher Philippe, où nous avons beaucoup d'autres transformations sociétales, où par exemple nous avons beaucoup de familles monoparentales. Donc vous avez beaucoup d'enfants qui sont élevés par l'un ou l'autre de leurs parents. Qui sont élevés par l'un ou l'autre de leurs parents. Donc il est mis à mal quelque part. Mais parfois on peut reporter son affection sur le parent avec qui on ne vit pas.
Oui, mais pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Voilà, pour d'autres raisons. C'est le manque dont on parlait, voilà, c'est l'absence. C'est l'absence qui fait que. Ouais. Mais il y a voilà, c'est d'autres, effectivement, c'est d'autres questions, d'autres paramètres qui se mettent en place. Et puis aussi, il y a d'autres transformations sociétales. Alors on va en parler dans un instant, parce que c'est vrai que la société a beaucoup changé. Voilà. On parle plus d'Oedipe, mais vous en parlez ce matin, Nader, et peut-être que finalement, un Oedipe mal réglé serait la cause du nombre de célibataires qui augmente. Voilà, quoi de neuf, le complexe d'Oedipe, et on en parle ce matin avec Nader Alami. L'attachement à la mer est normal jusqu'à un certain âge, Nader. Mais l'attachement à la mer est normal jusqu'au bout. Oui. C'est la forme d'attachement. Est-ce qu'on s'interdit d'aimer une autre femme? C'est ça la vraie question. Ou est-ce que votre mère vous interdit d'aimer une autre femme aussi, hein? Mais ça peut être le cas. Hein. Je pense que c'est le cas. Pour des raisons même anthropologiques. C'est-à-dire que, vous savez, si on regarde bien un petit peu, l'humain n'est pas... on regarde l'humain strictement comme un être social aujourd'hui depuis l'émergence, le développement de notre magnifique modernité. Mais l'être humain n'a pas cessé d'être d'abord un être naturel. Et cet être naturel, pour le comprendre, il faut imaginer, il faut prendre le temps d'imaginer qu'il n'y a plus d'hôpitaux, qu'il n'y a plus de sécurité sociale, qu'il n'y a plus de chômage, qu'il n'y a plus de système de retraite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez une mère et un père qui ont un enfant. D'accord? Vous avez cet enfant qui grandit, qui se développe, qui prend de la force. Dans le même temps, vous avez le père qui lui décline en force. Donc, qui décline? Le père. Qui prend de la force? Le fils. Le fils sera en capacité alors d'aller chercher l'énergie dont a besoin un petit peu ce petit groupe, tandis que le père ne peut plus le faire. Imaginez maintenant que ce fils qui est en pleine capacité d'aller chercher l'énergie, ne voilà-t-il pas, mon cher Philippe, qu'il rencontre une demoiselle et qu'il s'en va. Il l'aime et il s'en va. Mais la mère ne peut pas accepter ça. C'est trop brutal. Je l'ai élevé tout ce temps-là. Mais c'est la nature, parce que l'autre à son tour connaît. Et c'est le processus naturel en réalité d'où, d'ailleurs, quelque chose que l'on voit dans toutes les sociétés au monde et dans toutes les catégories sociales du monde, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, qu'on vive en Afrique, qu'on vive aux États-Unis, qu'on vive en Chine, qu'on vive où vous voulez, la guerre entre la belle-mère et la belle-fille. Voilà. C'est quelque chose que toutes nos sociétés connaissent, plus ou moins à des degrés divers, selon les individus évidemment, mais si tout le monde connaît ça, c'est que ça vient bien de beaucoup plus loin que notre modernité. Voilà, c'est quelque chose qui vient de très très loin. Alors, comment se manifeste le complexe d'Oedipe chez un adulte? Eh bien, d'Oedipe ou des stades libidinaux dont on a parlé tout à l'heure, selon qu'il est resté bloqué, tout cela évidemment est très hypothétique, hein, selon qu'il serait resté par exemple bloqué au stade oral, eh bien donc voilà, il continuerait de se procurer du plaisir par la bouche. Alors il aime beaucoup parler, ce que je fais là. Il aime chanter, il est fumeur. On dit que ceux qui sont fumeurs seraient en réalité, je parle beaucoup au conditionnel bien évidemment, seraient en réalité, ça ferait des espèces de retour un petit peu à ce stade-là qui ne serait pas complètement dépassé chez eux. Vous voyez, le stade anal, alors là on parle de gens qui continueraient
qui aurait beaucoup de mal à lâcher prise, en fait. Et donc, de lâcher prise avec l'argent, par exemple. Hein. Ils seraient très économes, ils veulent tout contrôler. On reste dans le contrôle. On veut savoir tout ce qui se passe partout. On est maniaque, parce qu'on a du mal à se lâcher. Vous voyez ? Le phallique, ben là, c'est... Parce qu'il y a l'autre stade, le stade phallique. Qu'on n'a pas encore évoqué. Et qui, lui, il se manifesterait, par exemple, chez un homme, par exemple, qui voudrait absolument constamment acheter une grosse voiture, voilà, par exemple. Et quelque chose de très imposant, parce qu'il y voit la façon, la meilleure, de montrer sa puissance. Ça peut être une voiture, ça peut être une montre, ça peut être une grosse montre. Tout à fait. Ça peut... Voilà, exactement. Tout dépend où vous placez votre puissance, en fait. C'est cela. Mais tout cela, évidemment, c'est de l'ordre de l'interprétation. Il ne faut pas s'arrêter. C'est pas dès que vous voyez quelqu'un avec une belle montre, vous dites, tiens, lui, il est resté bloqué au stade phallique. Alors, c'est vrai que la société a beaucoup changé. Hein. Il y a énormément de changements sociétaux. Le couple n'est plus ce qu'il était, hein. Il s'est réinventé aujourd'hui. Quel lien est-ce que vous faites, vous, Nader ? Moi, je ne veux pas faire de lien. Je veux accueillir les choses et vous avez totalement raison, c'est en pleine transformation. Donc, ça va vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Hein, et ça va très vite. C'est justement ça le piège. Mais le piège aussi, c'est de... Justement, vous savez, c'est comme si, voilà, je suis au cabinet et que quelqu'un vient me voir et j'ai déjà un petit peu mes casiers et je cherche à le mettre dans un de ces casiers. Voilà. Alors là, complexe de diff. Faire rentrer quelqu'un dans les cases. Voilà. Alors qu'au contraire, il faut accueillir et même s'attendre à entendre quelque chose que je n'ai peut-être jamais entendu. Et c'est comme cela qu'on va d'abord mieux écouter plutôt que de s'attendre, tiens, c'est bon, on l'a, on peut le mettre ici. Non, je ne veux pas m'attendre à quoi que ce soit, je veux plutôt être dans l'observation, et ce que nous observons, c'est que ça se transforme de partout. La famille, qu'est-ce que la famille aujourd'hui ? Qu'est-ce que la cellule familiale aujourd'hui ? Qu'est-ce que le couple aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui ? Vous vous rendez compte ? Toutes ces questions. Freud est dépassé. Mais il y a des choses très intéressantes dans ses travaux. Alors dans les familles, il y a toujours... alors c'est toujours une ou un qui alors je ne sais pas s'il se sacrifie, mais qui reste avec la maman. Alors qui reste pas jusqu'à 30 ans, hein, qui reste aujourd'hui beaucoup plus tard que 30 ans. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Et il y en a pas deux des frères qui restent, hein, il y en a un. Oui, mais quand une place est prise, généralement, quand une place est prise par l'un dans une famille, l'autre cherche une place qui n'est pas prise, ou va faire sa propre place différemment. Mais c'est vrai que quand il y en a un, alors que faut-il faire ? Moi, véritablement, je pense que d'abord, faut identifier cela. Il faut avoir le courage de l'identifier, ce qui n'est pas forcément gagné. Alors souvent, ce sont des gens qui disent qu'ils veulent se marier. Hein. Oui. Alors là, personne ne dit... Enfin, des gens qui disent « je veux pas », c'est très rare. La plupart vous disent oui. Ils sont toujours chez leur mère, ils ont 40 ans passés, mais ils vous disent, voilà... J'ai rencontré personne. Ouais. Évidemment que tu n'as rencontré personne. Si tous tes yeux sont sur ta maman, comment tu veux rencontrer quelqu'un ? Vous avez, par exemple, aussi des filles qui rencontrent des hommes, et dès la première rencontre, et la deuxième, et la troisième, donc dès les premiers échanges, c'est cet homme qui lui parle constamment de sa mère. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous rencontrez une jeune femme, vous avez plein de choses à lui raconter. Le moment de la rencontre avec votre mère, avec tout le respect qui lui est dû, évidemment, viendra bien assez tôt, et on verra à ce moment-là. Mais ne montrez pas d'emblée que vous êtes
attaché, je sais pas, comme quelque chose d'inébranlable à votre mère. Le coup de téléphone le matin, où tu es, enfin voilà. Bon, on connaît ça. Oui. On l'a tous vu. Oui, mais c'est pas un mal en soi, c'est qu'il faut savoir juste où mettre les choses, quand est-ce qu'il faut les mettre, avoir le sens des priorités, en fait. Être adulte, qu'est-ce que c'est ? Et donc c'est ça, finalement, ce qui est intéressant. Passer ce cap-là, c'est quoi ? C'est devenir, ne pas avoir peur de vivre, ne pas avoir peur de devenir adulte, et être adulte, c'est aussi avoir le sens des priorités. Je sais quel moment est pour telle chose, pour telle personne, et je sais quel moment, non, là c'est plutôt, là je suis avec ma bien-aimée, là je suis avec mes enfants, là je suis au travail, là, etc., mais pas tout mélanger, et puis, non. On est peut-être dans une société qui est moins adulte. Mais évidemment, on est dans une société où plus personne n'a envie d'être responsable de quoi que ce soit. Voilà. On fuit les responsabilités. Voilà. Maintenant, quand on fuit, c'est ça qui est très égoïste, quand on fuit les responsabilités, on est bien content que quelqu'un d'autre les assume. Et oui, parce qu'il faut forcément que quelqu'un les assume, sinon tout tombe par terre. Il y a forcément quelqu'un qui va les assumer. Voilà, il y a forcément quelqu'un qui paye. Hein ? Quand un jeune garçon achète une veste à 1000 €, il le fait parce qu'il y a d'autres personnes au préalable qui payent le loyer. Oui, il n'y a pas de loyer à payer, et qu'il y a toujours à manger dans le frigo. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc la peur de devenir adulte est là. Ça marche avec la grand-mère et le grand-père ou pas ? Ou ça reste vraiment une histoire de fils-mère voilà. Pour beaucoup, c'est pour ça la question de l'universalité de ce complexe d'Oedipe. Qu'en est-il pour tous ces enfants, garçons et filles, notamment par exemple dans la communauté immigrée, qui venant d'Afrique noire, qui venant d'Afrique du Nord, où vous avez pas mal d'enfants qui, leurs parents ont émigré les premiers, les laissant avec les grands-parents, la grande famille dans le pays d'origine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Vous voyez, donc c'est pour ça que la question de l'universalité est posée, à laquelle je ne crois pas. Je crois que l'enfant, tout naturellement, va trouver ses repères en fonction du milieu dans lequel il est. Et dans la figure d'attachement, en fait. Exactement. Et dans la figure d'attachement. Bon. Donc, Oedipe, toujours très présent en 2023, même si on n'en parle plus, Nader. Tout à fait, mais autrement. Présent dans la société. Ce new complexe d'Oedipe. Yes. Bon. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Nader, à mardi. À mardi. Pour un autre sujet. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.